Encore une fois de plus, merci d'être avec votre serviteur Serge Yanwa pour cette émission Vérité face à face avec mon invité, un invité spécial aujourd'hui dans notre studio pour essayer de parler d'un thème, un thème beaucoup plus important. Il ne s'arrête pas au niveau de son pays, mais il part de toute l'Afrique. Alors, ce thème aujourd'hui que nous allons discuter, c'est donc être président de la République, pourquoi faire? Ça, c'est une vraiment question. Alors, pour ce thème, je reçois Charles Koudou, PhD, administrateur des services de santé, consultant et santé et développement, président de la Conscience nationale pour le développement, CND, société civile. Alors, Charles Koudou, merci encore une fois de plus d'être avec moi sur ce plateau pour ce thème. C'est moi qui vous remercie. Alors, comment est-ce que l'idée de ce thème vous est venue? Parce que ça parle un peu d'une généralité au niveau de l'Afrique. Oui, merci. L'idée m'est venue du fait que depuis l'enfance, chez les Gagnois... Parlez un peu fort, hein? Oui, depuis l'enfance, j'ai constaté qu'il y a tout un mouvement, il y a tout un dynamisme autour du fait de politique. Et il y a un engouement très prononcé pour le pouvoir public. Donc je me dis, mais pourquoi cet engouement? Pourquoi cette obsession? Pourquoi cette tuerie? Pourquoi tout le monde cherche à être président, ou du moins à être proche du président, ou du moins à avoir un de son homme au pouvoir, etc. Voilà comment l'idée m'est venue. Parce que j'ai constaté qu'en Afrique en général, et en Côte d'Ivoire en particulier, tout vient de là. Les rébellions, les guerres, les coups d'État. Parce que le pouvoir pour le pouvoir. Voilà comment l'idée m'est venue de me poser ces questions. Et puis, je voudrais qu'on en parle. Alors, je voudrais qu'on en parle. Merci encore une fois de plus. Alors, si cette question est posée, être président de la République, pourquoi faire? Alors, pour vous, est-ce que cela vous dérange? Non. Oui, ça me dérange en ce sens que ça fait source des conflits en Afrique. Ça fait source des problèmes, de nos maux. Donc, si on pouvait supprimer ce poste de président de la République, moi j'en serais heureux. Mais malheureusement, c'est un mal nécessaire. Parce qu'on est obligé de faire avec. Il faut quand même ce poste-là pour au moins un minimum d'organisation de la société, du pays ou bien d'un continent. Donc, on est obligé de faire avec. Mais c'est dommage que le poste suscite trop de conflits, trop d'engouement, trop d'obsession. Voilà la chose qui me préoccupe le plus. Alors, vous dites si on pouvait supprimer ce poste. Alors, en le supprimant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit mettre à la place de cette présidence? Non, c'est une façon de dire. C'est pour dire qu'on ne peut pas supprimer parce que même dans nos villages, on a besoin d'une hiérarchie, une organisation dans toute société. Donc, on a toujours besoin d'une organisation qui a un chef, qui a un leader, etc. Mais je dis c'est dommage que ce poste nous crée tant de problèmes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne nous crée pas tant de problèmes? Voilà, c'est en quoi je vais en venir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu pourquoi aujourd'hui ceux-là qui se battent pour ce poste du président de la République veulent l'être réellement? Mais justement, c'est la question que moi je me pose aussi. Je dis bien, essayez d'approcher tous ceux qui veulent en Afrique être président, ou bien redevenir président, ou bien rester le plus longtemps possible à la présidence de la République. Posez leur question. Ils vous diront que oui, c'est pour le bien-être des populations. Mais qu'est-ce que vous attendez par le bien-être des populations? Ils vont dire oui, c'est pour faire construire des hôpitaux, c'est pour construire des écoles, et puis ils s'arrêtent là. Mais j'ai l'impression que eux-mêmes ne savent même pas pourquoi ils veulent être président. Est-ce que tu vois? Et puis plus loin, je me rends compte que, en fait, ce n'est pas tant qu'ils aiment leur pays respectif, mais c'est parce qu'il y a les privilèges associés
à ce poste-là. Voilà le fond du problème. Alors, quand vous parlez des privilèges associés, vous voulez faire tendance à quoi? Ben, vous savez, on est tous africains. En Afrique, le président de la République n'a pas de salaire. Ça, c'est un exemple. En Afrique, les présidents ont des budgets de souveraineté inimaginables. En Afrique, le président, il est juste après Dieu. C'est pas comme ici en Occident où nous sommes, où le président a des limites. Le président ne peut pas se permettre tout ce qu'il a envie de faire. Mais en Afrique, c'est une autre réalité. Voilà la source de nos problèmes. Alors, quand vous voyez ces sources, parce que vous avez vraiment mis en place, en exergue, un document qui essaie d'étaler un peu le pourquoi, et en même temps, ce document nous amène un peu très loin. Alors, si je voudrais être, par exemple, président, qu'est-ce que vous voulez au niveau de cette présidente-là qui soit fait, ou bien qui soit corrigé, ou bien qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'aurais voulu que en Afrique, le président de la République soit cette personne-là qui se soucie d'abord de réorganiser la société africaine, la société, bon, prenons le pays singulièrement, prenons la Côte d'Ivoire, pour réorganiser le système politico-juridique administratif du pays. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut aller en profondeur des changements du système, de la Constitution. Nous avons érigé d'une Constitution des années 1960, dès l'indépendance. Cette Constitution, elle est là, et le président fait ce qu'il a envie de faire. Quel président qui vient, il a envie de changer quelque chose, il change, au gré de ses propres intérêts, égoïstes, etc. Mais ça ne reflète pas les réalités que le peuple vit. Ça ne reflète pas la vision que doit avoir un leader pour un pays. Voilà les problèmes. On ne change pas une constitution selon son bon vouloir. On change une constitution parce qu'il y a un fait national qu'il faut résoudre. Alors, selon vous, quelle est la vision d'un leader normal? Et le président de la République, pour moi, devrait être celui-là même qui dit, bon, nous allons revoir notre constitution. Ça, c'est le point de départ. Et je souligne ça en grand caractère. Le président doit dire, nous devons revoir notre constitution. La constitution ne doit plus être personnelle. La constitution doit être impersonnelle. C'est-à-dire la constitution doit plutôt plus voir l'intérêt du pays que de voir l'intérêt des initiateurs et promoteurs. Non. La constitution doit plutôt se préoccuper de l'intérêt du pays. Donc on doit enlever tout ce qui est confligène dans la société. On ne doit pas faire une constitution pour, par exemple, récaler un tel, ou bien pour faire un tel, ou bien pour faire un tel, ou bien pour cet article me plaît, cet me plaît. Non. Alors quand vous êtes en train de dire ça, vous voulez faire allusion à quoi? C'est-à-dire qu'on veut changer une constitution pour essayer de plaire un tel ou bien pour son intérêt personnel. Vous voulez réellement... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché dans cette Afrique que vous êtes en train de voir, une vision personnelle que vous avez? Malheureusement, c'est le cas auquel nous assistons en Afrique aujourd'hui. Les présidents qui viennent, quel que soit le pays africain que vous prenez, vous allez voir que le président qui vient, il change la constitution dès que ça ne l'arrange pas. S'il veut un troisième mandat, il va changer la constitution. S'il veut la limite d'âge, il va changer la constitution. Et il le fait, et il n'y a rien. Il n'y a rien qui va le bloquer, qui va le contredire. Voilà le problème. La constitution ne doit pas être tripatouillée. Je vais vous donner un exemple de comment on modifie une constitution. Moi, je suis ici aux États-Unis, l'une des rares fois que j'ai vu la constitution américaine être touchée, c'était, deux fois même, le président Clinton a introduit un amendement de constitution pour augmenter le salaire du président de la République à 400 000, c'était à 200 000 à l'époque, dans Clinton. Juste à la fin du mandat de Clinton, c'était passé à 400 000 $ dans l'année. Vous voyez, ça, on a vu ça. Ensuite, deuxième fait que j'ai vu aussi aux États-Unis, ici, au changement de constitution, l'amendement, c'est
quand il y a eu septembre 11 2001, le président Bush a consulté les gens. Il a fait une proposition qui est passée au Congrès. Il a dit, bon, il faut, pour renforcer la sécurité dans le pays, il faut qu'on crée un ministère de la sécurité intérieure. Voilà comment Homeland Security Department est arrivé. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Alors, ça n'existait pas. Mais il n'a pas pris comme ça, du coup, son crayon et son bic pour signer ce décret, pour dire, j'introduis aujourd'hui dans notre constitution ce ministère. Non. Il a passé par différents états, puis ça allait jusqu'au Congrès. Et les gens ont vu que c'était vraiment nécessaire pour le pays. Voilà, par exemple, comment on fait. Mais dans nos pays africains, c'est un peu différent. Et voilà ce que je déplore. Alors, dans votre document, vous avez parlé de la suppression du budget de souveraineté. Oui. Alors, si on supprime ce budget de souveraineté, quels sont les privilèges que le président pourra avoir? Parce que le président sort pour aller quand même hors du pays. Le président fait des réceptions. Alors, mais vous savez, les présidences de la République en Afrique, il y a des budgets de la présidence qui est différent du budget de souveraineté. Donc, il y a le budget de la présidence pour s'occuper de ce dont vous parlez. Quand il sort au nom du pays. Donc, il est financé par le pays. Ça n'a rien à voir avec le budget de souveraineté qu'il manipule à sa guise. Voilà le problème. Et ça, la population ne le sait pas. Le budget de souveraineté qui est, d'ailleurs, ce n'est pas programmé nulle part dans les constitutions africaines. Donc, le président qui vient, il se fixe un montant qu'il veut comme budget de souveraineté. Est-ce que vous pensez que c'est normal, ça? Donc, pour vous, ça devrait quand même être voté par l'Assemblée nationale. Absolument. Il faut un minimum de démocratie autour du montant du budget de souveraineté. Si on devrait le garder. Dans des pays dits pauvres, les pays qui n'arrivent pas à nourrir correctement leur population, les pays où les enfants n'arrivent pas à aller à l'école ou bien n'arrivent pas à avoir du boulot, quelqu'un, parce qu'il est président de la République, se permet un budget de plus de 300 milliards à côté des autres privilèges qu'il a. Vous ne trouvez pas que c'est normal? Non, on ne peut pas avancer avec ça. Donc, il faut une constitution qui met des garde-fous, qui limite les pouvoirs du président de la République. Voilà le fond de ma pensée. Alors, dans ce même document, vous avez quand même mentionné quelque chose qui est plus important. Quand vous parlez des présidentielles, qui est souvent émaillé de guerre, coups d'État, et puis encore beaucoup de violence, d'arrestations, de rébellions. Alors, quand on voit tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de problème? Mais justement, il faut attaquer le mal à la racine. La racine, c'est quoi? Les gens regardent les privilèges, le pouvoir excessif de la fonction présidentielle. C'est ça qui motive tout ça. Donc, si on réduit les pouvoirs du président de la République, ici, là, je ne m'attaque pas à un individu. Je m'en fous de celui qui est au pouvoir, ou celui qui veut revenir au pouvoir, ou bien celui qui veut toujours rester au pouvoir. Moi, je m'attaque au système. Donc, si on réduit les pouvoirs qui sont excessifs de la fonction présidentielle et qu'on essaie d'équilibrer ce pouvoir-là avec les autres institutions de l'État telles que le législatif, le judiciaire, les régions décentralisées et le Sénat qu'on vient d'ajouter, il y aura un équilibre. Le président se méfierait, il n'allait plus se croire le propriétaire d'un pays. Voilà le problème. Il faut qu'on arrive à réduire les pouvoirs du président de la République. Si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Pourquoi les gens vont s'opposer à ce qu'on réduise les pouvoirs de la République? Parce que c'est le fond du problème. C'est pour ça que tout le monde cherche à être président de la République. C'est pour ça que les gens se battent. C'est pour ça que les gens prennent les armes. Voilà le fond du problème. Tous ceux qui veulent être président de la République, c'est pas parce qu'ils aiment tant le pays, mais c'est parce qu'ils voient derrière cette fonction beaucoup de privilèges, beaucoup d'avantages. Et une fois que tu es président, c'est fini. Donc désormais, ton monde est OK. Tout ton monde, toute ta famille, tes amis, etc., tout le monde est happy. Voilà le fond du problème.
Donc il faut qu'on arrive à équilibrer les forces de nos institutions de la République. Vous avez tout à l'heure dit qu'il faut le mal, il faut l'abattre par la racine. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais n'oubliez pas aussi, parce que quand vous parlez de la racine, les pays africains ont des colonisateurs. Et ces colonisateurs aussi leur indiquent ce qu'ils doivent faire. Alors, vous avez mis les fonctions du président. Vous ne voyez pas que nous copions réellement sur la main qui nous ont colonisés? On copie ça, mais mal. On les copie, mais en mal. Et c'est dommage. La même constitution là, qui est en France là, vous voyez le président Macron faire de cette constitution ce qu'il a envie de faire? Vous voyez le président Macron prendre des décisions comme il en veut, comme il veut le faire? Non, il ne peut pas. Il sait qu'il a des limites. Il sait qu'il y a le pouvoir judiciaire qui est là. Il sait qu'il y a le pouvoir législatif qui est là. Il sait qu'il y a le Sénat qui est là. Il sait qu'il y a les régions qui est là. Il a un pouvoir limité. Ici aux États-Unis, le président Trump sait qu'il a des pouvoirs. D'ailleurs, non, il fait face à une destitution pour simple des coups de fil, des transactions qu'il aurait fait à l'Ukraine. Donc, c'est pour dire que nos présidents doivent craindre le pouvoir même qu'eux-mêmes ils incarnent. Ils doivent dire que demain à l'autre, à tout moment, on peut aussi m'impeach, à tout moment, on peut me destituer. Je suis un fonctionnaire de l'État, je ne suis pas au-dessus de la Constitution. Il faut que nos présidents aussi... Donc, ce n'est pas à la France, à l'Angleterre, aux États-Unis, qui doivent venir faire les changements de nos constitutions. C'est un problème de mentalité d'abord. Il faut que nos populations, nous-mêmes, nous comprenions le bien fondé de ce que je suis en train de dire. C'est très profond. Si on ne change pas la façon de faire les choses, quel que soit celui qui vient au pouvoir, ce sera les mêmes palabres, les mêmes histoires. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'impeachment. Aujourd'hui, quand on prend les constitutions africaines, on n'a pas cette histoire d'impeachment là-dedans. Est-ce que vous l'avez prévu dans votre document? Mais bien sûr. Alors, expliquez-nous un peu comment ça va se passer. Il faut que les présidents africains craignent qu'on peut les destituer démocratiquement et par la loi, pas par les coups d'État. Pas attendre la fin de leur mandat à respecter, non. Mais un président de la République doit savoir qu'à tout moment, on peut le destituer pour manquement grave. Par exemple, le fait qu'il favorise une ethnie, par exemple, il dirige mal le pays, il fait les ressources du pays, ce qu'il a envie de faire, la corruption, etc., ou bien il va s'interférer dans les affaires d'un pays voisin, etc. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener à destituer un président. Et il faut que ce soit mentionné dans nos constitutions. Et surtout, dans nos constitutions, il faut que ce soit mentionné que le président qui vient n'a pas le droit, absolument le droit, de toucher à un chevet de la Constitution. S'il veut toucher à un chevet de la Constitution, il y a des mécanismes prévus par la Constitution elle-même qu'il doit suivre. Il ne doit pas se lever de son bon gré comme ça et dire que bon, j'ai changé cet article parce qu'elle n'est pas adaptée. Non, mais elle n'est pas adaptée. Pourquoi? Et ce que tu changes ne doit pas te concerner, toi le président en exercice. Voilà le fond du problème aussi. Les présidents africains, dès qu'ils changent, automatiquement ils sont concernés. Non. C'est comme tu as vu le corrigé d'un devoir et puis vous allez dans la classe d'examen. Non. Quand on change quelque chose, toi le président en exercice, tu ne dois pas être concerné. Voilà des exemples. Mesdames et messieurs, je reçois sur ce plateau aujourd'hui Dr Koudou, PhD, administrateur des services de santé, consultant en santé et développement, président de la conscience nationale pour le développement, CND, société civile. Alors, Charles Koudou, vous avez établi un document noble qui peut aider demain l'Afrique. Si jamais on vous appelait dans un pays africain ou bien chez vous en Côte d'Ivoire pour être ministre du plan ou bien ministre quelque part, est-ce que vous allez partir et mettre votre projet tel que vous l'avez, est-ce que vous allez le mettre en marche? Mais tout dépend. Tout dépend. L'employeur a toujours sa vision de voir les choses, sa philosophie, avant de vous proposer un poste.
et vous, l'employé, vous regardez si ça cadre bien avec votre vision aussi. Donc tout va dépendre. Mais moi, ce qui me concerne, je ne regarde pas les individus qui animent les postes. Je regarde les actes qu'ils posent, les programmes, les projets qu'ils ont. Donc je dirais à la personne qui me fait cette proposition-là, par exemple, qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et puis on discute. Mais moi, je regarde plutôt les programmes. Il faut que les programmes soient bien cadrés dans le cadre du développement national du pays concerné. Alors, parce que vous avez parlé des fonctions d'un président de la République, mais lorsque vous voyez autour du président, il y a quand même près de 100 conseillers, ou bien plus de 200 conseillers. Il y a aussi de ces postes qui s'ouvrent, parce que vous avez parlé de tout à l'heure un peu des fonds qui sont dilapidés, si bien que le président, il fait à sa guise. Alors, docteur, aujourd'hui, avec cette situation que nous sommes en train de voir, est-ce que dans votre document, vous avez prévu aussi les fonctions du ministère? Oui, je l'ai prévu. J'ai dit que la Constitution, le nouveau système constitutionnel dont je fais la promotion doit prévoir en lui-même tous ces mécanismes-là. On doit savoir le ministère, le nombre de postes ministériels dès le départ. Tout doit être prévu dans la Constitution. Le président de la République ne peut pas se lever, créer des postes ministériels selon son bon vouloir. Non, ça n'a pas de sens. Donc comment est-ce que ça doit se faire? Parce que s'il y a des postes ministériels, le président, des fois, il peut créer près de au moins 100 postes ministériels, ou bien 50, ou bien 60, ou bien 20. Alors, selon vous, comment est-ce que ça devait se faire? Ça doit être prévu dans la Constitution. La nouvelle Constitution, là, il va avoir un panel, un groupe d'experts qui doivent réfléchir là-dessus sérieusement pour tout programmer. Par exemple, on dit, bon, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on décide, par exemple, si on parle de la Côte d'Ivoire, on décide que désormais, on ne peut pas avoir un gouvernement de plus de 25 ministères. C'est consigné, c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Est-ce que tu vois? Et au sein de chaque ministère, il ne doit pas avoir plus de temps, etc., comme fonctionnaire. Tout doit être consigné, tout doit être programmé. De telle sorte que le président qui vient, il ne peut pas passer outre ces consignes constitutionnelles pour faire ce qu'il a envie de faire. Oui, c'est la violation de la Constitution. On vous comprend. On parle des ministres et vous avez quand même donné un nombre et ça doit dépendre aussi, comme vous l'avez dit, de la Constitution. Mais ceux que le président va nommer, est-ce qu'ils sont réellement aptes à cette fonction ministérielle? Qu'est-ce que vous avez prévu? Non, mais ça tu sais, tout ce qui est nomination ministérielle, vient du pouvoir discrétionnaire de chaque président de la République en Afrique. Donc le président, il nomme qui il a envie de nommer à un tel poste ministériel. Mais c'est à lui et le nommer de se comprendre sur les qualifications qu'il faut pour amener à bien la fonction. Est-ce que tu vois? Donc on ne peut pas, je suppose qu'un président de la République en Afrique ne peut pas prendre quelqu'un qui ne connaît rien, par exemple, de la santé publique, de le mettre au ministère de la Santé. Mais c'est de là il s'agit, M. Charles Koudou. Oui, mais ça, c'est pour ça que les gens s'entourent aussi. Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Oui, c'est là que les gens s'entourent aussi des conseillers techniques. Parce que le poste de ministériel en lui-même, c'est politique. Il n'est pas trop technique, il n'est pas trop administratif, il est plus politique. C'est-à-dire qu'il incarne, le gars qu'on nomme, il incarne la vision du président de la République, donc le président de la République le nomme. Mais lui maintenant, s'il voit qu'il est limité dans ses compétences, il est obligé de s'entourer des techniciens qui vont l'épauler. Est-ce qu'on ne peut pas faire des appels d'offres quand on parle de ces ministères? Oui, c'est l'idéal. Mais là, je ne rentre pas trop dans ce débat parce que ça personnalise un peu le débat. Mais moi, je pense que l'essentiel là, il faut que nos constitutions prévoient tous ces garde-fous là pour ne pas que le président ait la latitude de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà le fond du problème. Alors, vous avez dit, le président de la République, il a tout dans ses mains, que ce soit la justice, que ce soit aussi tout ce qui est institutionnel. Alors,
qu'est-ce qu'il faut faire? On nous fait croire que, et d'ailleurs depuis notre enfance, quand on était à l'école primaire, on dit la séparation des pouvoirs. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il y a une façade de séparation des pouvoirs. La première fois que le président de la République, dès qu'il amène un projet de loi à l'Assemblée, ça passe sur les mains. Aucun député ne peut dire non. Le député qui a dit non, demain il est menacé. Ça, c'est pas bien. Et on connaît aussi la justice, pareil. Les magistrats, une fois même les magistrats ont protesté, les magistrats ivoiriens ont protesté. Ils n'ont pas les mains libres, etc. Donc il faut équilibrer ces pouvoirs-là. Ce n'est pas seulement l'exécutif qui doit prendre les décisions des initiatives, etc. Chaque institution doit avoir ses prérogatives prévues dans la Constitution. Et le président n'a pas le droit d'empiéter sur ces prérogatives-là, parce qu'il est dans son exécutif, tout est délimité, les termes de référence de sa fonction, et le Sénat, le judiciaire et le législatif, chacun en ce qui le concerne, a aussi ses prérogatives et ses limites. Et les gens sont sur le même point d'égalité. Voilà comment ça se passe dans une démocratie moderne. Alors, malheureusement, ce n'est pas le cas en Afrique. C'est vrai, ce n'est pas le cas en Afrique. Mais ce qu'on voit aujourd'hui dans cette même Afrique, quand le président, quelqu'un qui veut être président par exemple, il fait sa campagne et il y donne son plan de gouvernement. Voilà ce que je dois faire. Voilà ce que je dois faire. Ou bien encore, donnez-moi 5 ans et je vous remets ce pays. Mais M. Charles Koudou, dès que le président est élu, il y a certaines choses qu'il ne fait même pas. Il ne remplit même pas ses devoirs de, comment on appelle son plan de gouvernement. Est-ce que vous avez quand même prévu quelque chose dans votre document pour cela? Oui, mais sur ce point, la Constitution ne peut pas lui créer des problèmes. Parce que ça seulement, maintenant, il a trahi son électorat. Donc l'électorat va l'attendre aux prochaines élections pour le sanctionner ou pas. Ou bien, s'il pose des actes vraiment contraires à la bonne marche du pays, bon, effectivement, la Constitution peut intervenir. Non, il y a ce point, c'est sur ce point-là, on va l'impeacher ou bien on va le destituer. Mais parce qu'il n'a pas tenu ses promesses de campagne, je ne pense pas que la Constitution peut le destituer pour ça. Mais par contre, s'il pose des actes contraires et vraiment qui menacent la vie de la nation, oui. Mais est-ce que vous ne voyez pas que dans cette Constitution, parce que c'est quelque chose qui doit être mis en place comme nous le consentons, dans cette Constitution, pour quelqu'un qui vient pour dire voilà mon plan de gouvernement, il continue de faire ses campagnes. Est-ce que dans cette Constitution, on ne peut pas dire que si le président qui arrive, qui dit aujourd'hui que voilà ce que je dois faire et qui n'a pas rempli ses conditionnalités de ce qu'il a prévu, est-ce que vous ne voyez pas que dans cette Constitution, on peut mettre un article pour dire que s'il n'a pas pu remplir ces conditions-là, il ne pourra plus aller en pour le deuxième mandat? Moi, je pense que là, ça va dépendre... Ça, c'est un dilemme. Oui, ça va dépendre du panel qui aura en charge de finaliser le document de projet de constitution. Mais moi, ce qui me concerne, moi, je pense que ce sera au niveau de son parti qu'il a des comptes à rendre et au niveau de son électorat qu'il a des comptes à rendre. Alors, Charles Koudou, qu'est-ce que vous avez prévu encore dans ce document réel pour, en tout cas, parler de la réduction des pouvoirs du président de la République? Ok. D'autres exemples concernant la réduction des pouvoirs de la République. Par exemple, il faut organiser les élections générales en même temps que la présidentielle. Tu vois? Il faut organiser les élections générales en même temps que la présidentielle. Ou bien les élections générales d'abord et ensuite la présidentielle. Mais ne pas faire comme on fait présentement à la présidentielle, parce que c'est source des manipulations qui arrivent. Le président va manipuler tout le reste. Tout le monde va chercher à plaire au président de la République. Donc il y aura un conflit d'influence. Ça, c'est un exemple aussi. Mais il faut, de façon claire, il faut équilibrer les pouvoirs avec les autres institutions. Et ça, c'est le fondamental.
et réduire, et sinon supprimer le budget de la souveraineté et publier le salaire du président de la République. De quoi il a droit, de quoi il n'a pas droit, il faut que tout ça soit consigné dans la Constitution. Et tout le peuple sait. Et il ne peut pas violer ça. Il viole ça, il est destitué. Est-ce qu'on peut le faire aussi pour les ministres? Mais bien sûr. Ce qui est valable pour le boss, c'est aussi valable pour les ministres et pour les chefs de service. Alors, M. Charles Koudou, je pense que ce document est complet. Vous avez parlé des conseils régionaux. Oui. Vous avez parlé des conseils régionaux. Alors, en parlant aujourd'hui de ces conseils régionaux, est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer un peu ce que vous voulez dire? Pour moi, le poumon du développement de nos pays, c'est ce qu'on appelle conseils régionaux ou bien les states ou bien les provinces. Est-ce que tu vois? Il faut donner le pouvoir financier et administratif à ces régions pour que ces régions se développent. Il ne faut pas attendre que tout vienne d'Abidjan, par exemple, que tout vienne du pouvoir central, par exemple, que bon, le ministre, le président de la République, il est gentil, il est généreux, donc il a donné un château d'eau à Zaguier, par exemple. Tu vois, ça c'est pas développement, ce n'est pas bien, ça frustre les autres et les autres qui n'ont pas eu de châteaux d'eau. Mais alors que si dans la Constitution c'est prévu la répartition des budgets au niveau de toutes les régions, et non, les budgets, chaque année, les députés ne font que faire des ajustements en fonction des moyens de l'État de l'année, ok. Mais pas que tout soit centralisé à Abidjan. Je suis contre cette façon de voir la chose. Tout est centralisé à Abidjan, tout, il faut... et ça, c'est source de conflit, et ça, c'est source de corruption. Parce que quand tout est centralisé dans les mains du pouvoir central, c'est difficile aux autres de pouvoir en profiter. On dit, bon, là, il y a visite d'État dans l'IFU, mais et les autres régions. D'accord. Les autres régions que le président ne visite pas. Quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, quoi, tu vois. Donc, c'est pour dire qu'il faut donner le pouvoir aux régions et il faut contrôler en même temps les actions de ces régions-là. Et vous allez voir que les régions allaient travailler sur une base saine, vraiment très compétitive. D'accord. Merci encore une fois de plus, Charles Koudou, d'être avec nous dans ce studio. Nous sommes presque à la fin de notre émission. C'est un document qui est noble et qui est long. Nous allons continuer ce document parce qu'on ne va pas quand même l'épuiser aujourd'hui. Alors, votre dernier mot. Ok, mon dernier mot, je dirais que j'écris. Actuellement, je suis seul à penser comme ça. Parce que le mental des Africains est tellement travaillé que personne ne peut penser qu'on peut oser attaquer les fonctions des présidents de la République en Afrique. Personne. Alors qu'il faut y arriver. Qui pensait qu'un Kenyan d'origine allait être élu président des États-Unis 2 fois même, 2 mandats? Qui pensait qu'aujourd'hui on allait parler de suppression du franc CFA? Donc ce sont dans la vie, il ne faut pas être défaitiste. Il faut oser, il faut essayer d'analyser. Qu'est-ce que ce monsieur est en train de dire? Est-ce que ça a du sens? Laisse-moi réfléchir. Et les gens vont commencer à y réfléchir sérieusement ensemble. Donc je lance un appel à toute la population de réfléchir à cette suggestion de faire un travail de fond, d'aller à la base de nos problèmes. La base de nos problèmes, ce sont les pouvoirs excessifs, les pouvoirs exorbitants qui sont dans les mains du président de la République, que tout le monde convoite. Voilà le fond du problème. Tant qu'on n'y arrive pas, chaque année, on va tous s'entretuer. D'accord, merci Charles Koudou, docteur administrateur des services de santé, consultant en santé et développement, président de la Conscience nationale pour le développement, CND, société civile. Merci d'être avec nous. On ne va pas donner vos coordonnées tout de suite parce que c'est un projet qui est noble. Il faudrait qu'on le garde, il faudrait qu'on vous couvre. Et jusqu'à preuve de contraire, nous allons encore revenir dans ce même studio, essayer de continuer la suite parce que l'Afrique a besoin des cerveaux comme vous. Merci encore une fois de plus. Et aussi à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Mesdames et messieurs, c'était votre serviteur Serge Niawa, mais tout juste restez connectés encore sur
le reste des programmes de Tempo Afrique TV. Merci et je vous donne encore rendez-vous tout à l'heure. Hi, it's me again, Korma Agustakmaya. I'm here today to tell you more about Tempo Africa and how you can contribute. As you know, Tempo Africa is a station that services people of African descent and people in America, people in Africa. It's all over the globe. And for us to do that, we are always accepting donations. To donate, you can go to the website at tempoafrictv.com, and then you click on the home page and then click on PayPal donation, and you can make your donation there. You could also call in and make a donation. The number is 612-804-0295. I cannot tell you how grateful we are for your donation. Please take the time and check out the website and feel free to donate to this wonderful service that Tempo Afrique continues to offer us abroad and at home. All this information is on the website. Just go to tempoafrictv.com and you will get more information. Thank you very much.